à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième partie de l'interview avec Madame Katayoun Panahi, directrice de la SNCF Immobilier. Troisième partie qui portera aujourd'hui sur le projet Les Messageries. Bonjour Madame Panahi et merci d'être aujourd'hui avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors, Madame Panahi, c'est un grand projet qui est entrepris en 2022 par la SNCF, qui est le projet Les Messagers. 6 hectares qui étaient consacrés à des espaces ferroviaires qui, dorénavant, vont être réhabilités afin d'urbaniser la zone. Situé vers la gare de Lyon, entre la gare de Lyon et la gare de Bercy, la gare de Bercy, et la porte de Bercy, excusez-moi, c'est un projet qui a pour principal objectif d'y construire des bureaux, du Synaspeak et des commerces de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus? Parce que c'est vrai que la présentation est assez succincte sur le site, on n'en sait pas vraiment, ça débute tout juste. Quels sont les objectifs de ce grand projet que la SNCF Immobilier va débuter prochainement? Alors, il s'agit effectivement, comme vous l'avez souligné, d'un terrain qui n'est plus nécessaire aujourd'hui aux activités ferroviaires, qu'il a été par le passé, puisqu'il y avait un centre de tri postal, par exemple, qui ne sert plus aujourd'hui. Il y avait toute une série de fonctionnalités ferroviaires qui sont désaffectées désormais. Et donc, ce terrain n'étant plus utile aux activités ferroviaires, nous avons la possibilité de le rendre de nouveau à la ville, de pouvoir transformer cette ancienne friche ferroviaire en un morceau de ville, en un nouveau quartier multifonction de 6 hectares qui intégrera non seulement des espaces de bureaux, comme vous l'avez souligné, mais aussi, je le souligne, des logements et notamment 600 logements sociaux. Oui, absolument. Mais aussi une école, une crèche de 66 berceaux, des commerces de proximité, de la logistique urbaine et surtout un espace paysager de 3 hectares, un parc paysager d'1 hectare et des espaces végétalisés de 3 hectares. Donc le point fort de ce projet, c'est précisément sa capacité à pouvoir développer la renaturation en ville. On le voit bien aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler dans les 2 premières parties, dans un contexte d'urgence climatique et dans un contexte de canicule que nous vivons là en ce moment, aujourd'hui en particulier. Il est absolument indispensable de lutter contre les îlots de chaleur dans une ville comme Paris. On voit bien, c'est le projet d'ailleurs de la municipalité parisienne avec laquelle on a évidemment travaillé à la programmation de ce projet avec la ville de Paris, la mairie du 12e. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir profiter de ce terrain, de ce foncier qui est situé au cœur de l'agglomération parisienne pour pouvoir faire une opération de renaturation qui permettra de lutter contre les îlots de chaleur et qui permettra aussi d'aller en faveur du ZAN, du zéro artificialisation nette que l'on a développé dans la seconde partie absolument, puisqu'on va, à partir d'un sol qui est déjà très largement artificialisé, imperméabilisé et même assez pollué, il faut bien le reconnaître, on va pouvoir reperméabiliser ces sols et replanter de la végétalisation en pleine terre. Ce sont de formidables objectifs. Donc, pour rebondir dessus, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les types de matériaux qui seront utilisés dans ces constructions, dans tout ce qui est impliqué dans ce projet, afin que nous puissions mieux comprendre dans quelle mesure ces objectifs environnementaux sont pris en compte, même au stade des constructions? Alors oui, l'aspect environnemental n'est pas simplement pris en considération à travers le ZAN. Vous avez entièrement raison de le souligner. Les constructions font la part belle au bois, notamment, et on intègre aussi un certain nombre d'autres enjeux écologiques à travers aussi le raccordement au chauffage urbain, qui va nous permettre évidemment d'améliorer aussi la performance énergétique et le déploiement aussi de photovoltaïque sur à peu près 40% des toitures des bâtiments.
Donc c'est un projet qui est vraiment très complet et qui respecte à tous égards les enjeux de transition écologique. Tout le bâtiment a été pensé en quelque sorte pour réduire son empreinte carbone. Alors là, je suis sur le bâtiment du Messager, qui va être le principal bâtiment de bureaux là, sur 10 000 mètres, sur les 10 000. Voilà, sur 10 000 mètres carrés de bureaux. Tout ce bâtiment-là est pensé pour réduire son empreinte écologique. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Ensuite, du point de vue de la mobilité, comment est-ce qu'on réfléchit les choses? Ces espaces étaient destinés à des activités ferroviaires autrefois. Aujourd'hui, les habitudes des Parisiens changent, des riverains changent. Comment est-ce qu'on pense la mobilité dans cet espace, dans ce projet Les Messageries de demain? Alors, évidemment, il y a une évolution des mobilités. Néanmoins, il y a un certain nombre de fonctionnalités ferroviaires qui devront être maintenues. Et sur le site, on va maintenir, par exemple, le fameux centre d'avitaillement des trains qui permettent d'avitailler les trains qui partent de la gare. Donc, ça contribue évidemment encore aux mobilités, et notamment aux mobilités ferroviaires. Il nous faut aussi repenser l'accès évidemment à la gare, et notamment pour un certain nombre d'usagers, notamment les scolaires par exemple, qui venaient prendre les trains aussi pour les vacances. Donc il y a tout un travail pour repenser aussi les mobilités à l'approche de la gare. Il y aura de nouvelles voies qui seront créées dans cet espace-là, des voies qui seront pas forcément d'ailleurs accessibles aux véhicules. Donc voilà, il y a des aménagements, des cheminements qui sont à repenser dans le cadre du projet. Mais donc c'est vraiment, le bâtiment en soi du Messager est vraiment un bâtiment qui va venir s'insérer dans un quartier qui aura vocation à être plus écologique que la veille. Absolument. C'est le but vraiment de cette histoire. Tout à fait. C'est pour ça que je disais au-delà. Alors, je ne sais pas si. Je suis désolé, je vous une seconde, mais je pense que, à mon avis, en régie, on peut mettre facilement les images de l'insertion du quartier. Je pense qu'ils les mettront derrière. Mais c'est vrai que je vous laisse continuer parce que c'est vraiment très très intéressant de voir comment ça s'insère. Alors c'est effectivement tout un projet qui vise à s'intégrer au mieux dans ce quartier et surtout à prendre en compte les nouveaux enjeux environnementaux, aussi bien du point de vue de sa composition végétalisée que du point de vue des matériaux de construction. Je le disais tout à l'heure, tout le bâtiment des Messagers a vocation à réduire son empreinte carbone avec une utilisation à hauteur de 60% de matériaux biosourcés, majoritairement du bois, on le disait tout à l'heure, sur les matériaux de construction. Pour réduire aussi les consommations énergétiques du bâtiment, on y a pensé dès l'étape de la conception. Il y a une vaste façade qui est orientée sud-ouest avec une enveloppe performante du point de vue énergétique. On l'évoquait tout à l'heure, notamment la gestion du recours à la climatisation par un taux de vitrage maîtrisé. C'est aujourd'hui la principale difficulté que l'on rencontre, ces surfaces vitrées. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre la lumière que l'on fait pénétrer dans les locaux, mais aussi les questions et le confort thermique, absolument, les questions de performance énergétique, des stores extérieurs, des brasseurs d'air, un raccordement, je le disais tout à l'heure, au réseau de chaleur de la ville. Oui. Et puis des toitures biosolaires qui associent des panneaux photovoltaïques, je le disais tout à l'heure, à une toiture végétalisée. J'insiste sur la nécessité de végétaliser au maximum nos projets. Alors, j'imagine que ça doit être juridiquement assez complexe. Alors certainement, d'où la question qui nous titille tous, je pense, comment est-ce que cela s'organise juridiquement du point de vue du calendrier? Vous avez dit vous-même qu'il s'agissait d'espaces qui étaient anciennement destinés exclusivement aux activités ferroviaires. Donc lorsqu'on veut créer du logement, lorsqu'on veut créer des espaces verts, il faut nécessairement dépolluer, ensuite demander des permis. Comment est-ce que tout cela s'agence en pratique pour vous? Alors, il y a évidemment il y a un phasage dans le calendrier. C'est une opération qui va courir jusqu'en 2030, avec deux principales phases, dont la première, la construction de l'immeuble de bureaux, les Messagers, le Messager qui démarre dès cette année. Mais l'opération a finalement commencé bien en amont, même si
premier coup de pioche va démarrer là cette année. D'abord parce qu'évidemment, il y a toutes les études préalables en amont, mais aussi parce que c'est un lieu qui donne d'ores et déjà lieu à une opération d'urbanisme transitoire. Parce que, comme le temps des projets est souvent très long, eh bien, le site n'étant plus nécessaire aux activités ferroviaires, il nous paraissait un peu regrettable de laisser ce site comme ça en friche, sans aucune affectation. Et donc on a travaillé, même pendant la phase transitoire, entre l'affectation antérieure, qui était l'affectation ferroviaire, et l'affectation ultérieure, qui sera la création d'un nouveau quartier. Et on a déjà commencé à travailler sur une opération d'urbanisme transitoire. C'est notamment le projet Ground Control, que vous connaissez peut-être, qui permet aujourd'hui d'offrir un certain nombre de services, à la fois de la restauration, des bars, mais aussi un plateau télé, c'est aussi un centre de conférence, de réflexion, une bibliothèque, des activités associatives aussi, qui sont accueillies, notamment des cours de langue aux migrants, des cours de français. Il y a plein d'associations qui œuvrent en faveur de l'économie sociale et solidaire qui sont accueillies sur ce site-là. Et pendant la crise du Covid, je le souligne puisque j'ai la chance de pouvoir m'adresser à une association d'étudiants, intermaster de l'immobilier. Donc pendant les confinements, le confinement notamment, mars à mai 2020, et puis même après, c'est vrai qu'on sait très bien que cette période a été très difficile pour les étudiants notamment, pour les jeunes. Et donc, on a transformé, puisque les principales activités d'accueil du public ne pouvaient pas être assurées, la restauration et les autres activités n'étant plus accessibles pendant cette période-là, nous avons transformé ce site en un site destiné à aider les jeunes qui était une population un peu vulnérable pendant cette période-là. Et donc, on y a à la fois accueilli un centre de distribution de colis alimentaires pour les jeunes, pour que ça se passe dans une ambiance la plus sympa et la plus décontractée possible, parce que c'est vrai que les files d'attente étaient parfois longues, on s'en souvient, devant ces banques de données alimentaires. On avait fait venir un DJ donc, qui avait mis de la musique dans une ambiance sympa. On y avait accueilli aussi des stands qui proposaient des stages ou des emplois à destination des jeunes. Donc, ça leur permettait de faire d'une pierre plusieurs coups. Et on y avait aussi accueilli un certain nombre d'associations voire même des psys. Qui étaient là, qui pouvaient discuter avec les jeunes dans une ambiance décontractée et qui pouvaient glisser comme ça aussi leur carte avec leur numéro de téléphone à un jeune qui, arrivé le soir dans sa chambre d'étudiant, tout seul, confiné et avec parfois le moral un peu dans les chaussettes, avait peut-être plus de facilité à pouvoir contacter un psy plutôt que de se retrouver seul sans numéro qui appelait. Ça, c'est certain. Donc voilà, c'est vraiment des opérations qui connaissent finalement plusieurs vies tout au long de l'évolution du projet et qui permettent de pouvoir répondre à différents besoins en fonction de l'évolution aussi du contexte d'intervention. Tout à fait, donc on le voit là, une multitude d'usages dans le passé, aujourd'hui. Et est-ce qu'on pense aussi à demain, du point de vue de la réversibilité, de l'utilisation de ces espaces demain? Est-ce qu'ils pourront encore changer ? Vous ne croyez pas si bien dire, effectivement, la réversibilité, c'est vraiment le maître mot dans une période d'incertitude, avec toutes les crises successives que l'on rencontre aujourd'hui. Vous parliez de télétravail plutôt, en deuxième partie. Là, on a vu les conséquences du télétravail sur les bureaux et sur même les commerces. Donc c'est vrai que la réversibilité est devenue l'un des maîtres mots de l'économie actuelle. Absolument, et donc c'est la raison pour laquelle le bâtiment Le Messager est conçu, dès la conception, a été pensé comme étant 100% réversible. Et donc, il pourra se transformer en logement le moment venu, si le contexte le rendait nécessaire. Ce qui permet aussi de pouvoir reconstruire la ville sur la ville et de pouvoir œuvrer en faveur d'une ville qui soit plus résiliente face aux crises que l'on sera sans doute encore amené à connaître à l'avenir. Oui. C'est vraiment un modèle
enfin, on l'a conçu comme ça, on l'a pensé comme ça. On aimerait que ce bâtiment, que ce projet soit un modèle de ce que doivent être les constructions d'aujourd'hui, des constructions sobres, intégrant les enjeux environnementaux et de transition écologique, et des constructions réversibles et résilientes. D'accord. Mais je me permets une question qui est toujours intéressante quand on parle d'un quartier, du renouveau d'un quartier, c'est au niveau des commerces. Est-ce que vous avez peut-être une ligne directrice quel commerce vous souhaiteriez potentiellement voir apparaître dans le quartier? Parce que vous savez, une surface de commerce qui est prévue de pratiquement 500 mètres carrés, si je ne m'abuse, juste dans le bâtiment des messagers, enfin dans le bâtiment Le Messager, ce qui est quand même une belle surface, pas non plus gigantesque, qui a quand même le loisir d'être assez intéressante pour un commerçant ou pour plusieurs commerçants. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ça? Alors, ça fait partie effectivement des sujets de réflexion. Oui, forcément. Mais d'ailleurs, comme partout ailleurs, dans l'ensemble des villes, on voit bien qu'avec l'explosion du e-commerce, le commerce est en train aussi de considérablement se transformer. Le commerce de proximité est en train de se transformer. J'ai compris à ma question. Voilà. Et donc, heureusement que ce n'est pas un sujet sur lequel on a fait des plans sur la comète il y a quelques années et on ne s'en tient pas à ce qu'on avait arrêté il y a quelques années. Donc c'est vraiment un sujet que l'on va faire, un sujet de réflexion qui est vraiment d'actualité et qu'on va faire évoluer tant que le projet le permettra. Donc, pour l'instant, on n'est évidemment pas encore à ce stade, mais ça fait partie des sujets que l'on travaillera non seulement avec les habitants du quartier, avec la collectivité, avec les différents partenaires, constructeurs, promoteurs, qui vont nous aider aussi à élaborer ce projet. Vous allez passer par des appels d'offres? Oui, bien sûr. Tout ça, ça passe par des appels d'offres, ça passe par des études amont qui nous permettent justement de mieux identifier les besoins du quartier, les évolutions justement commerciales sur ce quartier, etc. Donc tout ça, ça donne lieu à des études amont, bien sûr. Et forcément, j'imagine qu'on évitera les dark stores. Vu le PLU bioclimatique qui est prévu, ça va être compliqué, j'imagine. Hein. Mais alors, c'est une bonne question parce que on a vu pour le PLU bioclimatique qu'il y avait des objectifs de surperformance à certains niveaux. Hein. Vous allez vraiment vous insérer entièrement par rapport à ce nouveau PLU qui va voir le jour. Et est-ce que vous avez déjà une idée de la surperformance que vous allez rechercher par rapport au bâtiment et même au quartier ou pas du tout? Avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est largement dans la surperformance. Il me semblerait, oui. On va créer un véritable nouveau poumon vert en plein cœur de Paris. Ouais. Juste pour citer, peut-être pour illustrer cette surperformance, on va passer de 73% de surface imperméable aujourd'hui à 52% de surface perméable. Donc on est 3/4 de surface imperméable, on passe à plus de la moitié de surface perméable. Donc ça veut dire qu'on... voilà, ça c'est quand même un gage de performance, me semble-t-il. Ça fait 25% en moins, je crois. Ouais, 25. Pour un site qui est quand même justement une forme d'îlot de surchauffe en été, c'est quand même indispensable. Et le jardin d'1 hectare, parce qu'on va créer un jardin paysager d'1 hectare, sera normalement un véritable îlot de fraîcheur en plein cœur de ce quartier et permettra aussi de favoriser le retour à une biodiversité qui avait disparu malheureusement ces dernières années du fait de l'artificialisation de ce foncier. Oui. À d'autres fins, parce qu'on en avait besoin aussi pour les activités ferroviaires. Mais on voit bien que le contexte ayant changé, on n'est plus du tout dans le même environnement et il faut qu'on s'adapte, nous aussi. On est pleinement conscient de notre responsabilité environnementale et c'est la raison pour laquelle on va faire le nécessaire pour pouvoir transformer ce foncier pour répondre au mieux aux enjeux. Forcément. J'y vais... Bon, je continue, puisque j'en ai encore. C'est un projet qui m'intéresse, donc forcément. Alors là, déjà, vous avez parlé de biodiversité. Est-ce que vous avez fait appel à des biologistes potentiellement ou pas du tout? À des biologistes potentiellement ou pas du tout? Oui, non, mais dans le cadre de toutes les études
amont et de conception, évidemment, on fait appel à des équipes pluridisciplinaires, à peu près aussi pluridisciplinaires que l'association Intermaster. Le métier de l'immobilier. Il n'y a pas tant de disciplines que ça non plus. On reste quand même un secteur quand même. Non, je rigole. Non, mais d'accord. Donc, je pense qu'à peu près toutes vos disciplines doivent être représentées dans les intervenants qui œuvrent à ce projet. Je pense aussi, même plus, j'imagine. Il y a un point qui m'a potentiellement étonné. D'un côté, il m'a étonné et d'un autre côté, je m'y attendais. Mais c'est vrai que vous avez décidé de ne pas inclure de parking et de ne faire que des espaces pour vélo. C'était pour vous insérer, pour rester dans la continuité du PLU bioclimatique et de la politique actuelle parisienne, ou c'était vraiment quelque chose qui a été pensé d'un point de vue personnel et même potentiellement plus haut au niveau de l'État en se disant que ça serait peut-être intéressant de voir ça comme ça et d'arrêter de créer de nouveaux espaces de parking. Alors là, c'est un projet local, donc c'est pas forcément pensé au niveau de l'État. Heureusement, chacun ses compétences et son rôle, mais c'est évidemment totalement convergent avec le projet porté par la collectivité et avec le PLU bioclimatique et avec toute la politique de la collectivité en matière de mobilité et de mobilité douce. Oui, mais je me permets, je suis navré, mais est-ce que ce serait, c'est pas très compliqué quand même de prévoir autant de bureaux et de ne pas prévoir du tout de parking? Alors vous l'avez compris, je comprends. Non, mais je disais tout à l'heure ou à l'occasion d'une des précédentes parties de cette interview que l'objectif du groupe SNCF, c'était évidemment de favoriser les mobilités décarbonées. Donc de favoriser l'usage du ferroviaire et de capter, c'est le projet x2, de capter une part modale de la route vers le fer de manière à multiplier par 2 la part modale du ferroviaire en matière de transport de marchandises et de voyageurs. Et donc pour contribuer à ce x2, on a plutôt intérêt à concentrer les activités sur notre foncier anciennement ferroviaire qui n'est plus nécessaire aux activités ferroviaires, autour des gares, concentrer cette activité humaine, que ce soit les bureaux ou les logements, les 600 logements, de les concentrer autour de la gare, mais d'inciter à l'usage du ferroviaire, d'inciter à l'usage des mobilités décarbonées, d'inciter à l'usage du vélo, pas forcément d'inciter à l'usage de la voiture, puisque l'objectif, c'est plutôt de capter une partie de ceux qui, aujourd'hui, utilisent leur voiture pour venir utiliser le ferroviaire. Oui, ça paraît évident. Voilà, absolument. C'est la stratégie qui est poursuivie, en tout cas. Alors après, ce n'est pas toujours évident. Évidemment dans la mise en œuvre et pour les citoyens, ce n'est pas non plus forcément évident d'abandonner leur véhicule au profit de modes de transport décarbonés. Mais ça a dû créer certaines tensions au moment des consultations, j'imagine. Ça peut créer des tensions, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas opposer écologie et sociale, ou il faut essayer de concilier justement trouver un compromis. Ces objectifs qui peuvent paraître contradictoires, et donc il faut accompagner aussi les populations à aller en faveur de la transition écologique. Alors Adam évoquait tout à l'heure justement la question des consultations, et je pense que c'est important du point de vue de la temporalité d'un projet d'une telle envergure. Combien de temps est-ce que ça vous met de déposer un permis d'aménager, d'avoir déposé un premier permis de construire ? Tout ça, c'est sur le temps long. Donc, d'ici à 2030, quelles sont les différentes étapes qu'on peut imaginer ? Alors, effectivement, vous avez raison, ça met un temps certain. Et c'est précisément pour tenir compte de ce temps long qu'il nous faut penser dès aujourd'hui à construire la ville de demain. Et donc, on sait très bien qu'on ne pourra pas forcément, si on raisonne par rapport au contexte d'aujourd'hui, répondre aux enjeux qui seront ceux de 2030. Et c'est la raison pour laquelle il faut anticiper, être justement dans la résilience, la réversibilité, pour tenir compte aussi de ce temps long.
Alors effectivement, vous avez raison, les procédures sont souvent assez longues, assez complexes. Juridiquement aussi, c'est ce qui fait la richesse aussi des métiers des juristes en droit de l'immobilier. Mais ces procédures, elles peuvent être parfois simplifiées. C'est aussi un certain nombre d'actions menées par les gouvernements successifs aussi pour essayer de faciliter l'émergence des projets et réduire la complexité des projets. Mais la complexité est malheureusement parfois irréductible, donc ne pouvant réduire cette complexité, il faut essayer d'anticiper et intégrer dès la phase de conception l'avenir, essayer de penser, essayer de se projeter dans ce que sera la ville en 2030 pour répondre au mieux aux besoins. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de penser ce que sera la ville, essayer en tout cas de ne pas obérer les possibilités en prévoyant par exemple la réversibilité. Mais alors, je me permettrai cette potentielle dernière question, sauf si Noémie, tu en as encore, mais c'est vrai qu'on a parlé de la ville de demain, vous venez d'en parler, et une question se pose, et je pense que là on touche au nerf de la guerre. Quelles sont les conséquences économiques de ce projet? Est-ce que vous n'avez pas peur peut-être d'une gentrification trop importante du quartier, d'un prix tout simplement des logements et d'un prix des bureaux en général et des immeubles en général qui deviennent trop importants par rapport à la qualité, par rapport à l'insertion, par rapport, comme vous avez dit, au quartier en général qui va semblablement devenir beaucoup plus agréable, voilà, disons la chose comme ça. C'est quelque chose que vous prenez en compte derrière ou pas du tout? Oui, bien sûr qu'on prend ça en compte. On prend en compte, comme je vous le disais, à la fois le volet social et le volet environnemental. Le volet environnemental, on l'a suffisamment évoqué, je ne vais pas revenir dessus. Mais sur le volet social, on ne va pas œuvrer à amplifier la gentrification de ce quartier. Bien au contraire, je vous ai parlé de 600 logements sociaux. Donc on est plutôt dans la recherche d'une mixité sociale dans ce quartier. Donc c'est vraiment un projet qui doit être conçu en intégrant les volets environnementaux, sociaux et sociétaux, puisque vous évoquiez tout à l'heure aussi les évolutions de la société, l'accompagnement du déploiement du télétravail dans l'immeuble de bureau, les enjeux de société aussi à travers l'école, la crèche, parce qu'il faut aussi apporter des services de proximité, pas simplement la gare et le ferroviaire à proximité des activités, il faut aussi apporter tous les autres services, la logistique urbaine qui va permettre aussi de répondre à l'essor du e-commerce et au changement liés au commerce de proximité que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye de se projeter au maximum dans ce que sera la ville de demain. Et quand on n'a pas forcément la certitude de ce qu'elle sera, on essaye d'obérer le moins de possibilités. Je ne sais que dire à part merci. Voilà. Merci à vous pour la perspicacité de vos questions et pour la qualité aussi de votre écoute. Merci bien. Merci. Et merci à nos téléspectateurs de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette émission, ces 3 parties, d'en apprendre tant sur la SNCF Immobilier que sur les projets qui verront le jour. Et nous espérons que vous serez intéressés par potentiellement nos prochaines émissions avec des invités qui seront peut-être d'une aussi belle qualité que Madame Panaille.